Ok, décomptez. Mesdames, Messieurs, quelles sont les clés qui puissent permettre la République démocratique du Congo à se développer sur le plan économique, en dehors des modèles anciens, des modèles figés? Effectivement, nous allons parler de ces sujets sur ce plateau avec Joe Sekimonyo. C'est un chercheur congolais vivant aux États-Unis d'Amérique. Il est en même temps analyste politique et économique. Il vit en Floride. Il a animé plusieurs séminaires à travers le monde, notamment en Bolivie, en Iran et en Afrique. Il a été en Mozambique. Il a été également au Nigeria. Et aujourd'hui, il est en République démocratique du Congo. Son pays d'origine, il préfère être appelé chercheur que professeur d'université. Pourquoi? Je dis qu'on doit changer le modèle de la pensée en RDC. Être professeur, ingénieur, tout ça, c'est un boulot, mais on doit introduire... Mais c'est ça votre qualité? Vous pensez que c'est l'humilité? Non, ce n'est pas la qualité ni l'humilité, c'est en fait, on doit s'introduire et dire sur quelle recherche je travaille dessus, et c'est ça, c'est plus pertinent sur la vie des gens. Et Dieu sait que vous, personnellement, vous êtes spécialisé en quoi? Dans la pauvreté, je travaille, je voyage pour comprendre la pauvreté et pourquoi on fait ce qu'on fait dans le domaine en politique économique et économique. Nous soyons plus concrets quand vous dites « je travaille sur la pauvreté ». Donc la manière de lutter contre la pauvreté ou bien comment la pauvreté arrive dans la vie des gens? Le tout, ça veut dire... Il y a des gens qui peuvent me conseiller comment rendre les autres pauvres. C'est pas mal. C'est la pauvreté dans tous les aspects de ça. Mais pour en savoir un peu plus, les gens peuvent... regardez, il y a un papier que je viens d'écrire sur le cycle de business. Vous voulez parler d'un article? Oui, un article scientifique. Un article scientifique sur on a même fait un dessin animé, je crois que c'est sur YouTube, sur le cycle de business du 21e siècle. Et je me suis dit, c'est ça qu'on doit faire. Par exemple, on ne peut pas dire aux gens de ne pas lire Jean-Paul Sartre sans leur donner l'alternative des idées ou des personnes qui nous ressemblent. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on dit que... quand on accuse, on dit aux étudiants de ne pas lire Jean-Paul Sartre, on doit être en mesure de parler de Yves Mudimbe. Hein. Oui, c'est Yves Mudimbe Yoka, c'est un écrivain congolais qui vit aux États-Unis. On n'en parle pas. Yves Valentin. Yves Valentin, on doit parler, on doit montrer que nous aussi on existe dans le domaine de la compétition des idées. Et il y a un vide. Parce qu'on n'a pas encore inspiré, on n'a pas encore montré à nos jeunes, c'est là qu'il faut aller. Si je vous comprends, s'il n'y a pas encore d'alternative aujourd'hui, on doit continuer à lire les auteurs d'outre-mer. Oui, mais certains d'entre nous doivent se faire la mission, non seulement de dire de ne pas lire les outre-mer, mais dire aux gens que le monde, le marché des idées est tellement vaste et encore vide. Il y a beaucoup de nous qui doivent s'imprégner, qui doivent entrer dans cette compétition pour apporter un autre sens sur la table. Par exemple, quand on parle de solutions sur le climat... changement climatique. Changement climatique. On ne peut pas seulement attendre que les autres nous disent comment, quand et comment. Hein? Parce qu'on sait déjà que même pour le changement climatique, la solution va se passer par la RDC, avec ou sans le Congolais. Alors, on doit être là en train de donner aussi, parler du monde, donner les solutions du monde, pas seulement de notre village. Ok, je comprends que vous êtes un mondialiste. Ouais. Vous êtes au-delà des frontières nationales. Et vous avez parlé que vous avez publié un article scientifique sur les Doing Business, les classements Doing Business de la Banque mondiale. Et non, c'est plutôt le business cycle. Le cycle de business, c'est un thème qui a eu beaucoup de temps. Tout le monde a donné pourquoi il y a des cycles en business. Et je me suis donné le temps pour réfléchir, pour expliquer pourquoi ça arrive au XXe siècle. Et j'ai eu l'audacité pour juste dire que je suis noir, je suis africain, je peux parler d'un thème aussi grand que ça. Il y a des gens qui ont gagné un prix Nobel en expliquant le business cycle, le cycle business, mais les jeunes au Congo ne savent pas. C'est un grand thème dont on doit entrer dans le ring, et dans le grand ring. On ne peut pas seulement parler de... je ne sais pas, Katakangombe, pourquoi il y a la rivière. On va parler des grands problèmes du monde et apporter la solution avec nos contextes ou nos propres expériences. Comment allons-nous apporter la solution aux problèmes du monde si d'abord nos problèmes à nous, localement, on ne sait pas les résoudre? Vous pensez que c'est une bonne démarche? Il fallait d'abord commencer par résoudre nos problèmes ici. Vous avez même en Angleterre, il y a, je crois, London School of Business, numéro 2 au monde, il y a toute maison fait Brexit.
Ils ont des problèmes avec Brexit, mais ça n'empêche pas qu'ils nous disent la Brexit, solution. ils ont quitté l'Union européenne, ils peuvent évoluer seuls. Ils veulent les utiliser seuls, mais les conséquences économiques, aujourd'hui, certains d'eux commencent à douter si c'était la bonne idée. Toutefois, malgré tout ça, ils continuent à nous parler du monde. Ça ne veut dire pas qu'on doit arrêter. On doit se dire, on cherche des solutions. Les problèmes, ça existe toujours. Voilà, revenons sur la République démocratique du Congo, parce que nous avons annoncé dès l'entame de cette émission que nous allons parler de quelques clés pour le développement économique de la RDC. La RDC qui est classée aujourd'hui parmi les États fragiles, n'est-ce pas? Les États pauvres, selon les derniers classements Doing Business de la Banque mondiale. Et d'après vous, parce que vous êtes un chercheur, si vous étiez dans un bureau d'études, on vous demande de produire un texte ou une étude, comment sortir la RDC des pays ou des États fragiles, des pays pauvres, qu'est-ce que vous feriez? La question, est, je dis, elle est mal posée. On ne doit pas sortir de la pauvreté. Donc la pauvreté restera toujours là? Non. On doit trouver notre objectif que ça. On doit dire comment faire de la RDC une économie de haute valeur. Tout en gardant des pauvres? Non, quand on parle d'une économie de haute valeur, ça inclut qu'on est plus pauvre. Alors, allez-y, expliquez-nous comment est-ce qu'on va faire cette économie de haute valeur. Avant de parler d'économie de haute valeur, on doit parler de modèle. Avant de parler de modèle, on doit parler d'idéologie. D'idéologie, ce sont des aspirations. Aujourd'hui, notre idéologie ou notre modèle, elle est coloniale. On parle de l'État au lieu de parler des individus. Et puis, on doit regarder aussi les problèmes de mécanismes. Avant même d'appliquer un modèle, on doit... Commençons par l'économie de haute valeur. Avant de l'économie de haute valeur, on doit parler de modèle. Lequel est le modèle? On doit ajuster. Les modèles économiques congolais, c'est lesquels? C'est colonial. On parle du sous-sol, on parle de l'État. Même le Congolais en soi, il s'inquiète beaucoup plus de l'État que de lui-même. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire aujourd'hui, le Congolais parle, quand vous parlez de réserves, les réserves ont augmenté. Les réserves économiques, les réserves de la banque, les réserves d'échange. D'échange ont augmenté, le Congolais applaudit. Mais ce n'est pas mauvais parce que quand les réserves d'échange augmentent, on sait stabiliser les cadres macroéconomiques, on sait stabiliser les taux d'échange, les taux d'inflation, parce qu'il y a un matelas financier au niveau de la Banque centrale. Oui, mais ça c'est bien beau, ce sont des problèmes que j'aime pas. Parce que les Congolais pauvres, quand on a zéro dans la poche, ça ne change rien. Quand on n'a pas de travail, ça ne change rien. Ça veut dire que quand on parle de matelas, c'est un terme qui doit être parlé dans un monde développé. Au Congo, ça n'a rien à voir avec tous ces pauvres qui se baladent dans la... Donc, d'après vous, ce qui importe le plus, c'est le social des Congolais? C'est le Congolais d'abord. Le Congolais, pas l'État. Alors, on doit changer ça. Donc, les chiffres qu'on nous donne, les réserves vont augmenter à la Banque centrale du Congo, les dollars est stable, les francs congolais retrouvent son pouvoir d'achat. Donc, ça ne représente rien si dans l'assiette des Congolais, il n'y a pas encore l'impiodi. C'est comme si moi, je vous disais à la télévision, je viens de vendre plus de livres, dans mon compte, j'ai eu beaucoup plus d'argent que le mois passé. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? C'est la même chose. Oui, c'est bien beau, je suis Congolais, je vends plus de livres, j'ai plus d'argent. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est ça qu'on doit... D'une façon patriotique, les gens peuvent applaudir. C'est un Congolais qui a vendu plus de livres. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité des Congolais. On doit se dire ça. On doit passer dans l'esprit colonial. L'économie coloniale, on prend les ressources, c'est juste pour la métropole. Et la métropole d'hier est devenue aujourd'hui l'État. Ce n'est plus la Belgique, c'est aujourd'hui. On a même l'état d'esprit. Mais nous sommes un État indépendant depuis 1960. L'état d'esprit reste le même. L'état d'esprit est resté le même. On n'a pas revu, la politique économique. Il n'y a pas eu de grand débat à ce sujet. Donc 61 ans après, les Congolais restent toujours avec l'esprit paternaliste. Et voilà, on appelle même le président de la République, on l'appelle papa. On l'appelle papa. Le père de la nation. On l'appelle papa comme le papa. Mais ce n'est pas mauvais, papa est Nzalesili, papa est là. Le président n'est pas le père de la nation. Le président, il est le numéro 1, le travailleur de la nation. Il travaille pour la nation. Et deux fois, je dis c'est ce qu'on appelle en Lingala le domestique des individus. Il travaille. C'est lui qui a choisi ce travail pour nous. C'est lui, il travaille pour la nation, pas que la nation travaille pour lui. On n'existe pas pour le président de la République, le président de la République existe pour le citoyen. Donc, pour développer la RDC sur le plan économique, première des choses,
nous devons nous départir du modèle économique colonial. Colonial. Et puis, on doit revoir aussi le mécanisme. On doit penser à certains mécanismes. Aujourd'hui, par exemple, le numérique, on parle du numérique, on ne parle pas de la poste. Ça veut dire je peux aller sur Internet, disons, j'achète la banane à Kikwit. Comment il va m'arriver à Kinshasa? Comment il va m'arriver? On veut développer le numérique, mais on néglige le réel, la poste. On parle de parcs industriels sans parler de parcs d'innovation. Ça veut dire qu'on va acheter des machines pour le mettre au Congo sans comprendre pourquoi on l'a fait. Ça veut dire qu'on sera industrialisé sans être modernisé. On parle de Kinbopeto sans parler de Kinpiaka. S'il y a la pauvreté, qui n'est pas propre parce qu'on ne peut pas se donner ça. D'autre part, même on parle de produire sans parler d'achat. On veut tout produire. On veut produire, bien sûr, mais qui va acheter? Quand on peut tout produire. Mais qu'est-ce qui doit arriver avant l'autre? Parlons en termes de... Vous avez parlé des parcs agro-industriels qui sont en train d'être montés, justement. Et vous avez dit qu'il faille former des gens pour utiliser les machines qu'on doit importer? Non, on doit avoir des centres de développement des idées. On ne doit pas avoir, même quand je parle d'industriel, je ne voulais pas seulement pousser jusqu'à parc agro, qui, selon moi, c'est une fausse route. Pour dire on doit avoir des champs de recherche pour comment rendre l'agriculteur, le fermier congolais plus compétitif, le moderniser. On doit avoir une factory, une usine des idées avant de produire, une usine de production de biens et de services. Si je vous comprends bien, donc le gouvernement devrait développer une politique de création des bureaux d'études, n'est-ce pas, avant de penser à... Et surtout, c'est même pas ça, ce sont des centres d'innovation. Quand vous êtes devant le building intelligent, royal, le building royal. L'immeuble du gouvernement. Oui, il y a le building royal. Il y a une grande affiche qui dit Innovation Center, centre d'innovation. Oui. Mais il n'y a pas d'innovation à l'intérieur. Ils n'ont pas compris quelle sorte d'innovation. Mais qu'est-ce que vous aurez voulu qu'il y ait dedans, qu'on puisse placer dans ces centres-là? C'est un building qui a été construit dans les années 60, l'État peut pas de l'argent. On devait laisser les jeunes entrepreneurs louer. Il y a l'électricité, c'est en ville. On devait laisser les jeunes avocats, entrepreneurs, ingénieurs louer des petits espaces, je vous dire même pour 5 ans, à $100, $200, hein, pour 5 ans, pour qu'ils développent leurs idées, qui se permettent aussi d'échouer. C'est ça le centre d'innovation. On devait créer un écosystème où les jeunes pouvaient s'offrir le luxe d'aller exploiter leurs idées. Soyez plus concret, les jeunes exploiter leurs idées. Ça veut dire Imagine dans présenter quoi? Building. Donnez un exemple concret. Dans ce building, vous avez un avocat, les jeunes avocats, ils ouvrent à l'intérieur. Vous avez un ingénieur de son. Vous avez un... Donc vous parlez de la place royale, des immeubles qui ont été réhabilités au niveau de la place royale. Oui. Dans ce building, ça veut dire si quelqu'un veut commencer sa compagnie, il va être à la porte à côté, il y aura un avocat. S'il veut un site internet, il va à la porte à côté. Hein. C'est la loue là-bas parce que c'est moins cher. S'il a besoin de marketing, il va trouver des jeunes qui louent là, des jeunes marketeurs. C'est ça le centre, un centre où on peut développer toute une entreprise. C'est ça le centre. Si je vous comprends très bien, José Kimonyo, vous êtes chercheur congolais vivant aux États-Unis d'Amérique et vous faites les tours à travers le monde pour présenter vos idées, notamment la conception que vous avez de la pauvreté, comment lutter contre cette pauvreté, comment sortir de cette pauvreté. Et si je vous comprends bien, la RDC manque un centre d'innovation. C'est l'idée, les mécanismes. Si on parle de centre, quand on parle de parc industriel, on doit d'abord parler de parc d'innovation. Si on veut parler de numérique, on doit d'abord parler de la Où poste. des jeunes chercheurs doivent apporter leurs idées, ce qu'ils pensent faire. S'ils veulent créer un nouveau smartphone, par exemple. Ils doivent être dans un milieu où les gens ils peuvent aller à la porte à côté. Et tout le monde fait. Si on veut parler de numérique, on doit d'abord parler de la poste. Le numérique fonctionne sur le réel. On doit développer la poste. Parce que si moi je vends mon produit à Katakombe, je dois être en mesure de quelqu'un l'achète à Katakombe et ça arrive à Lumbashi. Sinon, le numérique n'a rien à voir. Mais ça marche de pair parce que le gouvernement de la République a décidé de remettre les lettres de noblesse à la poste aujourd'hui qui est dynamique. Et de l'autre côté,
On a développé les numériques. Moi, je pense que ça marche de pair. Non, ça ne marche pas de pair. Un vient après l'autre. On doit avoir le réel qui fonctionne pour l'autre qui est numérique. Le réel, c'est la poste. C'est la poste. On doit se dire pourquoi, après avoir la poste, c'est à ce moment-là qu'on va dire qu'on va faire que le numéro pour que le business va plus vite. Sinon, on le fait seulement pour le Facebook. Donc, on doit réhabiliter la poste sur l'ensemble de la République. Donc, dans chaque chef-lieu de province, nous avons 26 provinces, donc chaque lieu de province devra voir le centre de la poste être réhabilité. Et surtout être pour dans la faciliter. conscience des Congolais pour savoir je peux poster. Je peux poster et ça va arriver quelque part. La certitude. Mais après, avant, quand on parle de mécanisme, on doit parler aussi, on a un problème de moteur. Je demande aux gens, dans mes conférences, je demande toujours, quand la voiture ne s'allume pas le matin, c'est quoi le problème la plupart? Et les gens qui se perdent et je dis... Et quelles sont les réponses? Il y a plein de réponses. Et je dois deux fois leur dire, c'est la batterie. Et la batterie dans l'économie, c'est le citoyen. Mais vous pouvez avoir une batterie qui n'est pas chargée. C'est quoi la charge? C'est le moins des citoyens. Donc, les centres de développement économique de la RDC, c'est d'abord l'homme. C'est dans l'homme, pas l'État. C'est l'homme, les citoyens, les hommes, les femmes, tout ça en général. Disons Et celui qui incarne l'État, c'est l'homme. Non. On commence simple. L'homme, centre d'un développement d'un pays, c'est la batterie, c'est l'homme. Et après, on se demande la question, c'est quoi la charge électrique? C'est les revenus des hommes, des femmes. Alors, on se dit, mais non, la voiture ne démarre pas. Je crois, en la population, je crois qu'on est 16e au monde. Avec toute cette population, pourquoi le moteur ne fonctionne pas? Pourquoi la voiture n'arrive pas à démarrer? C'est pas chargé. Et pourquoi la RDC n'arrive pas à décoller? À décoller. Parce que la batterie n'est pas chargée. N'est pas chargée. Et cette batterie, c'est qui? La batterie, c'est la population. La charge, maintenant, c'est les revenus Et des qui gens. doit la charger? C'est maintenant qu'on a dans l'autre principe. Lequel? Comment charger la batterie? Comment charger, comment pousser le développement humain en RDC? Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on dit que 80% de la population vit en moins de 2 dollars par jour en RDC. Je dis c'est normal. Donc la population est en dessous du seuil de pauvreté. Pauvreté, c'est parce que le SMIC au Congo, c'est 1 dollar. Ça veut dire quelqu'un qui travaille, qui fournit tellement d'efforts toute la journée, il ne peut que souffrir la misère en RDC. Ça veut dire la plupart des gens qui travaillent, ils touchent officiellement le SMIC, le salaire le minimum, 1 dollar par jour. 1 dollar par jour. Qui est l'équivalent de 2020 francs congolais. En dessous du seuil de pauvreté. Alors je dis, c'est quoi le problème? Un des problèmes, c'est la valeur qu'on attache au travail, au Congolais, au travail normal. Je dis, par exemple, une tasse de café, l'exemple que je donne toujours, c'est quand on sort de café à New York ou disons New York ou Kinshasa, c'est le même café. La production, c'est la même chose, c'est la tasse de café. C'est le même café. Parfois, le café de New York qui a été importé de la RDC. Importé de la RDC, c'est le même sourire, c'est une tasse de café. Mais pourquoi la personne aux États-Unis touche un salaire minimum qui est de 7 dollars, 8 dollars par heure? Et celui de Congolais. 8 dollars par heure parce que les pays produisent. Le pas... PIB il est élevé et puis les taux de croissance. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste ce qu'on s'est dit, la valeur qu'on attache à la personne aux États-Unis doit s'offrir une certaine dignité. Au Congo, on s'est dit, ils doivent s'offrir la misère. On accepte. C'est juste ça. C'est psychologique. On doit Mais la volonté politique est là pour rehausser le niveau de vie de la population. Ce n'est pas la volonté qui change un pays. Qu'est-ce qui change le pays? Vision, passion et surtout l'expertise. C'est ça. C'est ça notre problème qu'on a. Vous n'avez pas à me dire que les dirigeants congolais n'ont pas de vision. On peut sauter, on va dire, c'est ça le problème qu'on a. Le problème de notre problème, c'est le système de sélection, qui n'est pas socio-économique. Système de sélection de qui? À tout niveau. Commençons par le système, le niveau politique. Moi, j'ai lu avec le truc de seuil de représentativité. Je vote pour quelqu'un, on aime bien, j'aime son programme, nous tous, la plupart le votent. Mais il y a une autre personne qui trouve le moyen d'aller dans le seuil de représentativité, ils font une liste, ils ajoutent leur voix et ils battent la personne qu'on veut, qu'on aime son programme. Ça veut dire que cette personne devient un député ou quelque chose sans qu'on ait accepté son programme. Et le plus grand danger, c'est même pas ça. Cette personne, si elle est députée provinciale, il faut un gouverneur. Qui est un président de la province qui n'a pas de contrat social avec les gens? Le gouverneur de province, on dit et il va même plus loin.
ils votent pour un sénateur. On connaît bien certains sénateurs qui n'ont pas pu passer dans les élections. Il y en a qui 2 ou 3 voix et il est passé, sénateur. Mais on devient président du Sénat. Et c'est un grand débat qui a été soulevé au niveau du Parlement congolais, la révision justement de la loi électorale dans son ensemble, surtout avec cette histoire avec cette loi sur l'essai de représentativité, n'est-ce pas? Mais ils en débattent sur le plan politique au lieu d'en débattre sur le plan socio-économique. Ils doivent comprendre que notre modèle de sélection, de vote électoral, il est antisocial, anti-économique. C'est ça le danger. C'est pas que même le vote le plus important sur le plan économique, c'est le vote des maires. On n'a jamais eu. Ça veut dire quoi, le vote maire? Parce que le maire, c'est lui qui autorise la police de tirer. Il peut tirer sur quelqu'un pendant une manifestation. Un maire... Mais les maires sont nommés ici. Ils sont nommés. Ça veut dire s'ils étaient élus, ils auront à penser 2 fois. Parce que c'est leur électorat. Et c'est ça. Revenons sur notre sujet. Jusqu'on s'entretenait pendant que nous préparions cette émission, vous m'avez confié en disant que le Congo, pour son développement, la RDC pour son développement, n'a pas besoin d'abord du ventre, de la tête. Or, au Congo, on n'a pas encore résolu la question de la famine. Les gens ne mangent pas à leur faim, à satiété. Comment vous pensez qu'il faut d'abord commencer par la tête au lieu du ventre? Parce qu'on ne peut pas résoudre le problème du ventre avec le ventre. Il y a un autre moyen. Pour résoudre le problème du ventre, on doit la résoudre avec la tête. On n'a pas seulement le problème du ventre. Moi, je vois, on a même le problème des muscles. J'ai vu des gens en pleine ville en train de pousser la charrette, pousse pour le chariot. Je dis, même ça, on a la tête. On dit la revanche du sol sur le sous-sol. Je dis non. Ce qu'on a besoin, c'est la revanche de la tête. Sur le sol, sous-sol, sur le ventre, sur le muscle. C'est ça qu'on a besoin. Et comment vous interprétez cette assertion qui dit un ventre affamé n'a point d'oreille? Ouais, an angry man is an angry man, comme disent les Anglais. Oui, mais juste parce que la personne n'a point d'oreille, c'est pas qu'il est fou. Il y a quelqu'un d'autre qui doit comprendre, qui doit le communiquer, même s'il est sourd. D'une autre façon, il y a une certaine contribution. Il y a des gens qui doivent être là pour résoudre le problème. Et on peut seulement la résoudre avec la tête. La tête, soyez un peu plus explicite. Hein. La tête, c'est quoi? On doit désenclaver l'état d'esprit du Congolais. Ça veut dire moderniser nos aspirations. C'est ça notre problème. Moderniser les aspirations, ça veut dire quoi concrètement? Priorité. La priorité, ça doit pas être... Dans le changement de mentalité? Non, désenclaver l'état d'esprit du Congolais. Ça veut dire l'ouverture d'esprit? L'ouverture d'esprit, penser grand, penser monde. C'est ça. La priorité, ce n'est pas le vote. Déjà, l'orientation, c'est ça. On parle du ventre, on parle de l'État, au lieu de parler Congolais et la poche du Congolais. On ne doit pas nourrir le Congolais. On doit laisser le Congolais. C'est ça qu'on appelle sécurité économique. Quelqu'un doit être en mesure de subvenir à ses propres besoins. Et les besoins sont différents. Mais qui doit les pousser? Parce que on ne doit pas nourrir les Congolais, mais pousser le Congolais à chercher à se prendre en charge. Mais qui doit les pousser justement? On ne pousse pas le Congolais à se prendre en charge encore. Ça, c'est encore, c'est colonial, c'est élitiste. On doit créer un écosystème où le Congolais peut réaliser ses rêves. On a parlé de doing business. On est parmi, je crois, le 15 dernier. Et quand on est le 15 dernier, ça veut dire l'État s'investit tellement de rendre même le possible impossible. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire même le possible, le simple possible. L'État s'investit à rendre impossible. Et tout ça on commence par dire, SMIC, le premier pas dans la bonne direction. Je dis aux gens, augmentez le SMIC. On augmente le SMIC sur base des recettes, sur base des réserves? Non, on augmente ça c'est aussi faux. On augmente le SMIC sur base des réalités d'une certaine, comment la valeur attachée. Par exemple, aux États-Unis, on se dit, celui qui a le travail plus bas, il doit s'offrir une certaine dignité. Au Congo, on dit, oubliez tout ça. Ils doivent s'offrir la misère. Non, je voudrais partir d'un exemple. Vous avez une PME, une petite et moyenne entreprise, n'est-ce pas? Vous encadrez, vous êtes employeur, et vous avez 4 ou 5 agents, 5 employés, n'est-ce pas? Et la production annuelle est de $1 000, admettons, ou mensuelle de $200.
Mais vous voulez majorer les SMIC de ces 5 agents, par exemple, de 1 dollar à 10 dollars. Avec quelle entrée? On n'a pas besoin. Moi, je m'en fous de ce cas. Moi, je dis non, on doit créer une crise. Quand on augmente le SMIC, on doit dire aux Congolais, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On veut faire comme ailleurs. On va créer un boom économique artificiel ou organique. C'est ça. On ne doit pas s'inquiéter de la petite moyenne entreprise, le bandage. C'est ce que vous me demandez, c'est maintenir la pauvreté. C'est atténuer la pauvreté, on doit aller à petit feu. Je dis non, on a besoin de briser le vase pour avoir un nouveau écosystème économique. Si on y va comme vous voulez, si on y va avec votre passion ou votre pitié, on n'ira nulle part. Tout ce qu'on va faire, c'est maintenir la pauvreté. On doit avoir des gens qui vont venir nous dire, on va casser le vase, hein, on va la casser, on va augmenter le SMIC, ça va créer une crise. La crise va conduire à beaucoup d'ajustements. Il y a beaucoup de boutiques, par exemple, les étrangers. Les Indo-Pakistanais, les Chinois. Oui, et qui vont fermer. Mais il y aura d'autres qui vont venir. Il y aura d'autres qui vont venir parce que notre goût va même changer. C'est ça qu'on doit créer. Mais avant de monter, justement, de réajuster les SMIG, mais on doit tenir compte des paramètres socio-économiques sur le terrain. On ne doit pas. On doit briser le vase. On doit créer une crise. Tout le monde l'a fait. Tout le monde est en train de dire l'autre pays, on fait l'agriculture, tout ça. Non, tout le monde a triché. Tout le monde a triché. Le Japon a triché. Et on doit encourager à tricher. La tricherie, c'est pas bon. Les pays les plus développés, si vous voyez les pays les plus riches, allez googler. Pour Covid, c'est le cas. Le Covid, ils ont dépensé 17 000 milliards. Aux États-Unis. Tous les pays à travers le monde. France, tout ça. Mais aux États-Unis, on a même donné de l'argent à la population. On a chargé la batterie. On a chargé la batterie. On a chargé. Et qui a chargé la batterie? C'est l'État. Où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent? Ben, c'est eux qui fabriquent les dollars, là. Ça vient des États-Unis. On n'a pas s'habiller. Mais ils ont su parce que le SMIC est élevé, on dit, la première excuse, on dit non, cette population peut maintenir ce niveau de dette. Pourquoi? Ils ont un revenu élevé. Le revenu élevé, ça veut dire quoi? C'est le SMIC. C'est créé d'une façon artificielle. Et si je vous comprends bien, on doit revenir